un certain nombre d'initiatives ont pris corps, foisonnent. Moi, j'ai assisté dans beaucoup de lieux, de campagnes, de petites villes, à des assemblées constituantes, des assemblées citoyennes, des rencontres. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir, notamment ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Hein, on en a souvent parlé ici. Et je dirais aussi quand le droit divorce du peuple ou quand le droit divorce, osons le grand mot, de la morale ou du bon sens populaire, on fait du juridisme et finalement on agite des concepts complètement vides de sens et on dit c'est le droit. Mais le droit, s'il correspond pas à la volonté populaire, ça devient une tyrannie. Voilà. Et donc la légalité et la légitimité, c'est tout ça. Ça pose un problème de légitimité. Quand vous voyez ramener, par exemple, un simple chiffre à la participation, vous voyez la première liste, la deuxième liste, mais de toute façon, c'est 10% du corps électoral, et vous avez 90% des Français qui n'ont pas voté pour vous. Et alors, si on parle des élections partielles, ça peut représenter jusqu'à 0,01 du corps électoral. Et après, vous avez un type qui vient vous raconter des histoires, qui dit « Moi, je suis député. Tout décidé. Et je décide pour vous parce que vous m'avez élu. » Voilà. Trump, il a fait un truc très simple. Il a dit « Il y a 50% des gens qui votent pas. » Il part du même constat. Il dit si j'ai 20% de 50% qui votent jamais, j'ai gagné l'élection présidentielle. Mais c'est sûr que, de toute façon, l'abstention fait le jeu du système actuel. Ben oui. Donc, ce qui est rigolo, c'est quand ils vont sur des plateaux télé pour jouer les pleureuses et dire que c'est terrible, la démocratie est en danger. Plein de solutions à leur apporter. S'ils ont vraiment peur que la démocratie soit en danger, ben on a beaucoup d'outils à leur donner, autres que le vote, que l'élection n'est pas diabolisable en soi. Parce qu'encore une fois, moi je peux être pour des représentants à condition que... On revient toujours sur ça. S'il est révocable, s'il est contrôlé en entrée, en sortie, même pendant son mandat, qu'il est sanctionnable, pourquoi pas avoir des représentants? On a plusieurs sujets. Là, il faudrait peut-être que Hakim décrive l'effervescence d'initiatives locales auxquelles il est confronté. Et puis chacun d'entre vous là pourriez faire cette description. Vous avez besoin d'une dizaine de minutes, un quart d'heure chacun, mais vous allez voir, c'est impressionnant la quantité de choses que ces personnes ont à dire. Il faudrait leur laisser la possibilité de décrire ce qu'ils voient sur le terrain et qu'on n'entend pas dire sur les médias, les médias mainstream habituels. Je pense que peut-être Hakim peut commencer. Bon, alors Hakim, vu de ton... Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça fait 10 ans que je suis en train de travailler sur tout ce qui est innovation démocratique, comme je disais. Et le RIC est arrivé par les Gilets jaunes. Alors, il est médiatisé, mais en fait, il est beaucoup plus ancien. Hein. Bien sûr. Un des premiers à l'avoir théorisé, c'était Condorcet, donc en 1792. Donc, et il appelait ça le DIP, le droit d'initiative populaire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il accompagnait toujours de l'instruction. Il y a quelque chose là, le DIP. Ouais. Puis l'instruction civique, l'université populaire. Voilà, ça s'accompagne en fait de beaucoup de choses aussi, les médias. Donc on parlait de ça. Et c'était des débats qui existaient déjà à l'époque. Donc c'est pas quelque chose de récent. Et on part en fait avec Objectif RIC, on est parti du constat que il suffit. Ça suffit vraiment d'attendre, parce que maintenant, ça fait plus de 200 ans que cette idée est là. D'autres pays l'ont saisie, ils ne nous ont pas attendus. La France recule dans les indices démocratiques année après année. Donc nous sommes aujourd'hui une nation qui est dans un ventre mou, vers la 30e position. Donc, et c'est ça, en fait, ce qui est très intéressant, je me permets de... Ouais, c'est le processus, en fait. Au départ, on vote pas. On dit c'est de droit divin. T'as du sang bleu, toi t'as du sang rouge, donc comme t'as du sang rouge, tu peux pas voter. Le sang bleu, etc. Et de toute façon, ton vote, il y a même pas l'idée du vote. Ensuite, on invente, je schématise un peu, le vote censitaire. C'est-à-dire, certains qui ont une place dans la société peuvent voter. Les propriétaires. Puis on se rend compte que finalement, il y a des femmes aussi. Les femmes, elles ont un cerveau, elles peuvent voter. Et donc, c'est bien de démontrer que c'est pas une différence de nature. C'est juste une différence de degré, et que la démocratie, quelque part, si on est pour le peuple et par le peuple, si chaque homme, chaque femme vaut une voix, il faut aller au bout du processus. On peut pas avoir simplement des gens qui représentent une infime partie de la population
Et qui décident tout et qui vous disent non mais je vais t'expliquer comment ça marche. Alors, c'est très important, je trouve. Et ça part justement d'un énorme malentendu. C'est que pour beaucoup, dans l'inconscient collectif, on imagine que la Révolution française a enfanté finalement une démocratie pacifiée dans laquelle nous sommes, apaisée, etc. Il faut savoir que les idées qui étaient défendues justement par les démocrates de l'époque, donc démocrate c'était un gros mot au XVIIIe siècle, c'était vraiment un gros mot. Hein. On pouvait vraiment finir en prison, oui. Donc c'était très très grave. On s'insultait avec ça. Et donc ces idées-là ont perdu. Elles ont perdu. Et ce que nous vivons en fait depuis 220 ans n'est pas les idées, les idéaux qui ont animé les premiers révolutionnaires, qui eux ont vite, pour certains ils sont morts, hein, donc ça a été très vite. Et puis pour d'autres, la croyance en fait que le cerveau collectif puisse exister, que l'intelligence collective puisse exister, déjà à l'époque, elle était battue en brèche. C'est-à-dire beaucoup détestaient cette idée-là. Il l'a rejetée foncièrement, parmi même des révolutionnaires. Il faut se méfier de. Parfois, on est un peu violent vis-à-vis des élus, etc. Mais il faut aussi se méfier de soi-même. Moi, depuis 10 ans que j'anime des ateliers d'intelligence collective, ce genre de choses, les premiers réfractaires sont les citoyens eux-mêmes. Ils veulent, pour certains, beaucoup, remettre ce système monarchique, puisque nommons-le, hein, c'est vraiment ça, c'est une aristocratie élective dans laquelle nous vivons. C'est ça. Et du coup, le problème, c'est que les gens eux-mêmes n'acceptant pas l'idée que le voisin peut avoir la même voix, qu'il soit idiot ou pas idiot, peu importe, eh bien ça pourrit les situations. Donc l'élite que nous avons aujourd'hui n'a pas la grille de lecture. Elle vit au XVIIIe siècle, avec des outils du XVIIIe siècle, dans un monde du XXIe siècle. D'où une certaine incompréhension. Ça, c'est de la mauvaise foi de la part des médias et des hommes politiques en général, qui disent « Mais les gilets jaunes, vous n'avez pas de chef, pas de leader, vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas structuré. » Justement, parce que les gilets jaunes se sont méfiés comme de la peste d'avoir des gens qui émergent et qui disent « Je vais vous dire ce qu'il faut faire. » Bien sûr, il y a des leaders naturels, des gens qui se sont imposés par leur qualité humaine, de comportement, etc. C'est une d'élocution, c'est une évidence. Et ça, c'est quand même très significatif que dans l'opinion publique, qui est pas dupe aujourd'hui, hein, puisque le niveau monte. Il y a encore plus de 50%. Je discutais avec Frédéric Dabi, le directeur adjoint de l'IFOP, qui dit des Français qui continuent de soutenir les gilets jaunes, avec tout ce qu'on a fait, les médias, les hommes politiques. Ce mouvement, de toute façon, va pas s'arrêter. Il pourra s'arrêter dans sa visuelle, c'est-à-dire les gens vont peut-être enlever le gilet à un moment donné, où ils arrêteront de s'appeler gilets jaunes. Mais de toute façon, le mouvement est lancé. Ce que des gens comme Condorcet avaient lancé justement au XVIIIe siècle, il n'était pas le seul, hein, il y avait plein d'autres personnes. Eh bien, ils espéraient ce genre de choses. C'est-à-dire une vraie société qui est pacifiée, c'est une société qui s'instruit. C'est une société qui s'échange le savoir et qui ont des vrais médias. C'est-à-dire, faut pas justement diaboliser les médias. Ils sont indispensables à une démocratie. Et les idées doivent circuler. C'est sûr. Alors après, faut pas. Moi, je suis pas là à aduler absolument la démocratie directe dans tout ce qu'elle pourrait faire. Il faut l'organiser. J'aime bien. Je m'intéresse beaucoup, notamment je vais beaucoup en Suisse, voir les Landsgemeinde, puisque c'est la plus ancienne démocratie directe au monde depuis le XIIIe siècle. 1246. Alors, en plus, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont obtenu le RIC par une guerre civile. Ouais. Donc, on voit vraiment les Suisses comme des gens débonnaires, très lents, etc. Mais il faut savoir qu'en 1848, quand ils ont obtenu leurs droits, c'est par une guerre civile. Et aujourd'hui, on arrive à une société qui est pacifiée. Alors, elle est peut-être ultra-libérale. Parce qu'il faut voir que le RIC existe dans 40 pays dans le monde. Et dans des pays aussi bien d'ultra-gauche que d'ultra-droite. Oui, parce que c'est un outil, et un outil, quel qu'il soit, est obligé de se fondre dans l'histoire du pays. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'outil ne va pas transformer les fondamentaux de la société, il va les mettre en pratique. Et ça, c'est fondamental comme différence. Parce que souvent on dit, mais qu'est-ce que tu veux mettre à la place de... Non, c'est pas à la place. C'est parce que je crois en la démocratie, parce que chaque voix de citoyen compte, j'utilise un outil qui sera un peu plus performant que tous les outils que depuis 200 ans on utilise, et qui, sont des cuillères d'argent. Ce qui va probablement changer cette fois-ci, c'est que pour la première fois, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont écrire le RIC.
Et ça va donner un RIC très différent, je pense, beaucoup plus puissant et d'ailleurs aussi probablement plus équilibré. Article 1, on supprime équilibré. la classe politique. Oui. Article Ça, c'est 2. avec le tirage au sort. Alors justement, Objectif RIC, ça part de tout ça. Ça part de ce constat et de se dire que donc il faut l'outil qu'on que tu as créé, voilà, Il faut bien le scinder. qu'on le Objectif coécrive. RIC, parce que si Voilà. on le dit, Ouais, hein, c'est sûr. ça- Objectif RIC. Donc ça, c'est Alors, un outil que tu as créé. C'est pas. Alors moi, je ne l'ai pas créé. Je suis à l'initiative, mais avec d'autres personnes. Oui. Et nous, ce qu'on veut, c'est co-construire le RIC avec la majorité, un maximum de gens. Si on pouvait être 10 millions, 20 millions à le co-construire, ce serait génial. Tu veux co-construire quoi alors Les modalités de mise en œuvre du RIC dans Mais- le droit français. Il y en a plusieurs possibles. Bien Alors, sûr. Comment on va faire? Alors c'est pour ça qu'en fait l'idée, c'est nous en fait on est une équipe opérationnelle. Donc on va plus proposer une méthodologie qu'une solution. Donc l'idée c'est que les gens vont construire et trouveront la solution eux-mêmes. Donc on croit foncièrement justement à cette capacité de l'intelligence collective. Or, et c'est aussi les enseignements que l'on tire de la démocratie directe dans d'autres pays et de l'histoire, c'est que on peut avoir une horizontalité. Ça, c'est très, très, très important pour prendre les décisions, pour contrôler, sanctionner sans les chef. gens. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir des équipes opérationnelles. Tout à l'heure, vous parliez des chirurgiens ou des avocats. Il me viendrait pas, moi, à l'idée d'aller opérer le cerveau de quelqu'un. Je suis pas spécialiste en neurosciences, en neurochirurgie, etc. Donc, il y a des spécialistes. Il faut pas les rejeter. Il faut pas partir Absolument. du principe naïf que tout le monde est capable de tout faire. En revanche, Absolument tout le monde est pas. capable de tout décider. Voilà. C'est pas la même D'accord, chose. donc les équipes opérationnelles ne sont pas celles qui décident. Elles ne décident aident- jamais. Elles aident à décider. Voilà. Et gros Et elles malentendu mettent en qu'il œuvre y a un plan. justement sur la séparation des pouvoirs. Ça, c'est très important quand ça a été théorisé. Et puis, très peu de gens ont re-théorisé l'esprit des lois de Montesquieu. Mais après, il y a d'autres personnes plus intéressantes encore. Le problème, c'est qu'on a oublié le sens premier de l'exécutif. C'est L'exécutif, c'est un exécutant. Donc, c'est une équipe opérationnelle. Donc, qui ne légifère pas. elle ne normalement. légifère pas. Ne C'est-à-dire, doit ce n'est pas légiférer. l'organe de décision, Hmm. c'est l'organe de direction. C'est-à-dire, il faut quelqu'un à la barre Comme un d'un capitaine bateau. dans un bateau. Voilà, mais c'est pas lui qui décide finalement la destination. C'est tout le monde, C'est l'armateur. toutes les personnes qui sont montées dans Et le c'est bateau. bien le problème, et parce que et la source du problème, ce sont les partis politiques aussi en France. Parce que j'en ai pratiqué un certain nombre pendant un certain temps. Quand vous regardez de l'intérieur, en fait, vous avez des décisions qui sont prises par un petit cercle très restreint. Ensuite, l'illusion d'une démocratie, c'est-à-dire on convoque l'organe de direction, le secrétariat national, appelons ça comme on veut, ça dépend des partis, et on fait voter des gens sur quelque chose qui est déjà décidé. Au Parti socialiste, c'était l'émotion, en 2 mots, parce que l'émotion en un seul mot, il y a bien longtemps qu'il n'y en a plus. Au RPR, c'était la même chose. Tous les votes étaient faux, il y avait un conseil national. Donc on vous disait, fais campagne. Si tu fais campagne, tu vas faire partie du conseil national. Il y avait 100 personnes. Donc les gens faisaient campagne. Ah, j'ai fait une super campagne. Et au moment de voter, vous arriviez à Villepinte, le type avait 12 822 voix, vous aviez fait une super campagne, vous aviez 117 voix. Vos voix. Et donc on a inversé le processus, et voilà à quoi ça conduit. Donc les partis politiques sont vraiment la base de tout ça, parce que Le c'est eux dévoiement d'abord qui dévoient, et la c'est après politique. eux qui sélectionnent les candidats, et qui font que vous avez le choix. Ensuite, c'est un faux choix, c'est un choix par défaut, qui sont des candidats déterminés par les partis politiques dans un processus non démocratique. Alors, ce que vous décrivez, je pense que tout le monde fait le même constat. Le problème, c'est qu'on vit dans ce monde-là. Et à partir de là, il y a la posture de se dire, je veux idéaliser ou rêver un monde dans 1000 ans. Moi, personnellement, j'ai pas le temps. J'ai des enfants, je veux le vivre. On vivra moins longtemps que Job. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, il y a d'autres personnes qui se disent, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Maintenant. Donc, l'idée, c'est que malheureusement, bien sûr qu'il y a une défiance vis-à-vis des partis politiques, même du pouvoir dans son ensemble. Des représentants. Je vous invite d'ailleurs à lire justement un livre de Condorcet qui était Que doit-on attendre d'un représentant? Et ça, c'est un petit livre qui fait une 30aine de pages, donc c'est assez facile à lire. Déjà à l'époque, il avait tout dit. D'accord. Donc il y a vraiment des révélations dans ce petit feuillet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Objectif RIC, donc, parce que nous voulons être, on parlait de légitimité tout à l'heure, on voulait être inattaquable aussi. On va partir en plusieurs phases. La première phase, c'est une phase d'audition, où on va donner la parole à tout le monde, aux partis politiques, et même à nos opposants.
à ceux qui n'en veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, on a 75% de la population qui veut le RIC. Ça, c'est le dernier sondage en date. Excuse-moi, tu vas les auditionner en leur posant quoi? Tu vas les donner sur, Alors, sur le RIC? Exactement. En fait, quel RIC voulez-vous, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, nous, on a donc établi une grille de questions qui va être identique à tout le monde. Comme ça, les gens vont aussi pouvoir, sur le site internet, 14 questions. Et sur le site internet, ils pourront faire leur comparaison. Voir un petit peu celui défend ça, comment il le défend. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on... Pardon. Tu peux donner un exemple de ces questions? Oui, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le RIC, il repose sur 2 grands piliers, que sont l'initiative et le référendum. Et dans chacun de ces piliers-là, on peut aussi les éclater par le temps ou par les concepts. Donc typiquement, l'initiative, qui est à l'initiative? Ensuite, une fois que la question est posée... C'est une question, ça. Qui est à l'initiative? Voilà, qui est à l'initiative. Ensuite, comment la question qui est posée, comment passe-t-elle au niveau supérieur? Donc voilà, on va poser ce type de questions, et puis chacun va y répondre, en fonction de son approche, et en fonction aussi de son corpus. Moi, je me suis dit que c'était gagné, puisque j'ai vu les clips officiels de campagne, je me suis infligé quand même ce spectacle. Ils étaient tous pour le RIC. Oui, mais ils le sont tous, en fait. Non, mais même les plus petits partis, etc., les types qui défendaient, je sais pas quoi, des trucs lunaires, ils étaient pour le RIC. Ça fait 15 les grands partis, j'ai dit, bah, c'est bon. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait avoir un état des lieux. Pour être élu, mais ils le donnent jamais après. Et cette audition, c'est avoir cet état des lieux. C'est-à-dire, les gens qui vont poser ces questions ne sont pas justement dans la critique. On va pas dire ce que vous avez proposé est intéressant. On a besoin d'avoir un audit. On a besoin de savoir réellement où on en est. Mais où on en est en France, où on en est au niveau des partis politiques, parce que beaucoup, semble-t-il, défendent l'idée, mais c'est bien de l'entendre, puisqu'on ne le sait pas vraiment. Moi, j'ai vu qu'il y en avait 3 qui allaient fusionner, là, peut-être un 4e. J'ai vu que La République En Marche, PS et LR, ils disent la même chose. Je pense que c'est... Alors l'idée, voilà. Donc Europe Écologie des Verts, il y a encore un suspense. Alors il faut savoir que les lettres, les invitations sont parties. On les a envoyées à tous les groupes parlementaires. On les a envoyées donc aussi aux collectifs et groupes que Mike a cité tout à l'heure, et aussi à des personnalités. Tu vas la recevoir ou si j'ai reçu ça, oui, mais l'avis des professionnels de la politique. Encore une fois, c'est à nous de nous en rendre compte. On ne décide pas. Que ce qu'ils proposent n'est pas bon. Ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'on parle de faits. Si on s'appuie en permanence sur des fantasmes et sur des opinions, ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc l'idée, c'est une vraie démarche scientifique là qu'on pousse à l'extrême, et on fait un vrai RIC dans le RIC en fait. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, on vous donne la parole. Mais attention, on donne pas la parole pour que vous amusiez la galerie. Vous avez des questions, vous devez y répondre. Donc c'est cadré, c'est codifié. À partir de là, par exemple, Monsieur le maire dit quelque chose, il y est tenu ensuite. Il peut pas. Peu importe s'il le respecte. L'idée, c'est que ils ne pourront pas fanfaronner, parce que on va les filmer, on va tout mettre en ligne. Les auditions seront filmées du début à la fin et elles seront disponibles. Tout va être en open source, c'est-à-dire il y aura pas d'exclusivité ni quoi que ce soit. Tu donnes la parole à qui? Juste à des personnalités connues ou à tous les citoyens? Alors aujourd'hui, on a identifié à peu près 60 initiatives étrangères et françaises. Initiative. Alors initiative, c'est des projets, des propositions, des choses relatives au RIC. Voilà, des gens, bien sûr, des gens. Ah oui. On ne parle que du RIC sur Objectif RIC, ça c'est sûr. On va parler que de ça. Et l'idée, c'est que la première phase, on donne la parole aux gens. Mais encore une fois, c'est juste pour que on soit dans une démarche où on met à plat tout ce qui existe. Tout ce qui existe en proposition de RIC de toutes sortes dans le pays aujourd'hui. Exactement. Et on fait aussi, parce qu'on a aussi des chercheurs à l'international, on a aussi des gens qui sont aussi des conseillers dans d'autres pays. Ils organisent des RIC. Eux, ils sont pas du tout dans le c'est leur côté théorique, c'est du pratique, ça existe. Pratique. Donc il y aura aussi une phase. Vous interrogez. Bien sûr, il y a aussi une phase sur ça. Donc il y a des spécialistes du RIC américain, du Nord américain, des spécialistes du RIC Amérique latine, en Europe. Puisqu'évidemment, il y en a 9 en Europe. Les gens ne le savent pas trop. Ouais. Il y en a en Asie, il y en a aussi en Afrique. Donc l'idée, c'est que comme ça, on va tout mettre à plat, et au moins cette première phase va permettre, on va dire, de d'élaguer et puis d'effacer un peu tout ce qu'on entend qui n'a pas de sens. Et c'est à chacun de ces notables proposant son RIC que tu vas poser ces 14 questions. Exactement. D'accord. Donc tu vas faire un tableau croisé, avec ce sera en ligne. Les 60 personnes et les 14 questions. Voilà. On aura une espèce de panorama de ce que proposent les humains. Exactement. Et à partir de là, réfléchit à la question du RIC. Ça, c'est l'état de l'art. Mais en soi, ça servira à rien puisque 60, ça fait beaucoup. Oui. Donc, il y a beaucoup de pièges dans le RIC. Il faut bien en être conscient. Et les pièges, ils sont à l'œuvre justement dans d'autres pays où ça marche pas. Donc, nous, on les connaît, les pièges.
Et à partir de là, ça fait partie de ces 14 questions. C'est qu'en fait, ces 14 questions, ce sont les fameux pièges du RIC. Donc ça nous permet comme ça de savoir si eux l'ont vu ou pas, et comment ils y répondent. Il n'y a pas de questions ouvertes parce que si à la fin on va quand même laisser une dernière question. Tu as pu en rater toi des pièges et peut-être que eux, certains d'entre eux vont pouvoir te dire faites attention, il y a un truc qu'on a mal institué, qu'on n'arrive plus à changer. Non, mais une 15e question. Ça, non mais pourquoi c'est important? 1, partir du réel. 2, avoir une démarche scientifique. 3, contrer de manière intelligente ce que peut dire l'ennemi, les ennemis, ce que peuvent dire les ennemis du RIC. Et 4, proposer quelque chose qui justement qui enlève compte de tout ça, qui enlève ses écueils et enfin aller dans le vif du sujet. Parce que ce qui est important, c'est que quand on entend 75% de la population veut le RIC. Bon, déjà quel RIC, on ne sait pas trop. Mais le problème, c'est qu'à la télé, on n'entend que les 25% qui n'aiment pas le RIC. Et ils nous renvoient toujours la même chose, les droits fondamentaux, voilà, c'est les vous n'allez pas voter sur tout. C'est les lieux communs. Ça, vous n'allez pas voter sur les rafales. Vous allez pas. Vous allez rétablir la peine de mort. Vous allez tuer les petits enfants. Voilà, et puis la population est bête. Donc voilà. Donc fatalement, si on lui donne pas un RIC, elle restera bête. On lui donne en apprenant, c'est en marchant. Du Ricard déjà. Donc sur objectif RIC. Objectif-RIC ou objectif RIC? Alors, un seul mot, il y a un point. Objectif-RIC.org, ça c'est pour le site. Vous en êtes pour l'instant à la première phase des 3 phases que tu décris. Vous en êtes à la phase des auditions. Vous êtes en train de collecter les informations, les 14 informations sur chacun des projets de RIC. Okay. C'est ça. Et à partir du mois d'août, et à partir du mois d'août, donc là, on va faire un tour de France, de toutes les régions, et outre-mer incluse. Là, cette fois-ci, on va co-construire. Donc à partir du moment où on a quelque chose, où on sait ce qui se fait, ce qui se propose, eh bien il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah non, mais moi c'est celle-là, c'est cette proposition que j'ai envie de pousser ». Donc il y aura 2 temps. Le premier temps, c'est un temps physique, où il y aura des assemblées physiques. Donc on espère avoir 200, 300, 400 personnes pour chaque assemblée. Ce sera sur un week-end entier, le samedi, dimanche. Et ensuite, on a un deuxième temps qui est la plateforme, une plateforme numérique, où toutes les initiatives, toutes, quelles qu'elles soient, que vous soyez une seule personne, un petit groupe de 10, ou que vous-même vous ayez organisé votre atelier, eh bien vous allez pouvoir le déposer, être mis en lumière et être soumis aussi à la contradiction. Voilà. Et on va devenir la 61e, 62e ligne, 73e ligne. 300e, 340e, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez interrogé pour l'instant 60 notables dans la première phase. Voilà. Mais ensuite, vous allez permettre à chacun de rajouter sa ligne en disant, mais moi j'ai une... Ou de la supprimer, bien sûr. En répondant aux 14 questions aussi. C'est ça. Et puis surtout, on nous objecte en face, donc les ennemis du RIC. De la démocratie. Eh bien, ils n'arrêtent pas de nous dire, mais arrêtez, pourquoi vous voulez absolument que les citoyens participent à la construction ou à la décision de la loi, alors qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes. Donc l'idée, c'est justement de montrer qu'on est capable de le faire. Montrer qu'on est capable de le faire, qu'on les attend pas, on les attend plus de toute façon. Mais tu as une phase de sélection parce que là, on va se retrouver avec 60 au départ et puis peut-être 600 ou 1000 alors voilà, 2000, et après, 2000 lignes des propositions. C'est toute la phase de co-construction. La co-construction, en fait, l'idée, c'est que on va pas travailler sans méthodologie. On peut voter pour chacune de ces lignes. Cette ligne-là, elle est super, on peut voter. Exactement. Et donc là, on va fonctionner étape par étape, c'est-à-dire on va pas avoir une assemblée qui va discuter de tout. Une assemblée discutera à chaque fois d'une des 14 questions. Et comme ça, on va pouvoir discuter de manière très très profonde sur la fameuse question, mais sur la plateforme, à tout moment, puisque le process va durer 6 mois, on peut discuter tout sur la plateforme. Mais à un moment donné, il va falloir aussi acter. Donc, on a pris le parti d'abandonner la question majoritaire. Oui, non. Ça, c'est hors de question. La démocratie souffre beaucoup trop de ce genre d'outils. Donc, on va partir sur du jugement majoritaire. Explique ce que c'est. Donc, le jugement majoritaire permet de nuancer justement une décision et permet d'éviter que des gens soient clivés entre le oui et le non, ne sachent pas justement quoi choisir. Alors qu'est-ce qu'on propose aux gens qui votent? On leur propose pas oui ou non, on leur propose quoi? Alors on peut leur proposer jusqu'à 7, 8, 10 solutions. Donc de moi vivant jamais à je ferai tout pour que ça réussisse, je serai prêt à tuer pour que ça réussisse. Alors, on leur propose d'exprimer un jugement un peu comme une note. C'est ça. Alors ça justement de 0 à 20 ou une appréciation. Alors ça s'appuie vraiment sur justement des recherches de mathématiciens et ce sont 2 Français qui l'ont créé il n'y a pas très longtemps, dans les années 2000. Et donc, c'est vraiment à promouvoir. Donc, en fait, ce qu'on veut faire aussi dans Objectif RIC, c'est pas que les modalités du RIC, c'est tout tester.
de pouvoir être très innovant et sur la démarche, et sur les outils qu'on va mettre en place, et puis aussi la manière de mobiliser les gens. Aujourd'hui, on a 400 volontaires, c'est-à-dire on a ouvert une plateforme au volontariat en disant si vous avez des compétences, si vous voulez nous aider, venez. On a aujourd'hui 400 personnes qui se sont inscrites de partout en France. Et ça, justement, ça permet de montrer que y a des gens volontaires. Voilà. Donc ça veut dire que si tout se passe bien, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont venir, beaucoup de citoyens, des simples citoyens qui vont venir consulter le site et qui vont... Ils vont pas étudier les milliers de lignes. Ils vont repérer peut-être celles pour lesquelles on a déjà beaucoup voté et vérifier que eux ils sont bien d'accord avec celles qui ont les lignes qui sont déjà beaucoup élues. Ils vont en débattre et puis ils vont élire à leur tour en mettant là où c'est intéressant. En mettant des notes aux 3, 4, 5 meilleures lignes. On mettra pas de notes. Parce qu'en fait, c'est un jugement majoritaire. On va mettre bien sûr. Une mention, tu veux dire. On mettra des mentions, voilà. En fait, le problème de fond, le problème de fond dans tous les systèmes qui justement mettent des notes et qui justement obligent finalement les gens à se positionner. Précisément. C'est que dans la démocratie, et ça c'est pareil, c'est dans les fondements très très anciens, même on peut remonter à l'époque antique, c'est que c'est pas parce que j'ai 99% d'une valeur que ça me donne tous les droits d'imposer mon point de vue aux 1% restants. Et c'est pour ça que c'est en ce sens que la démocratie est complexe à mettre en place. Parce que pourquoi elle a été réduite à ce que nous connaissons, l'élection et puis un vote oui et non. C'est justement parce que c'est très archaïque aujourd'hui. On est à l'âge de pierre de la démocratie. Heureusement, il y a d'autres pays qui sont allés beaucoup plus loin, qui osent, qui font des tests. Donc là, on va parler de la Nouvelle-Zélande, mais ça peut être aussi Taïwan, ça peut être aussi le Botswana qui fait beaucoup de choses, pas seulement les États-Unis, la Lettonie, l'Estonie, il y en a énormément. Et ils sont allés tester justement d'autres méthodes de consentement. C'est ce que disait tout à l'heure Mike. Nous, on recherche pas le consensus. Une société est forcément animée de conflits. Et il faut pas faire en sorte il faut pas être angélique et imaginer que tout le monde sera, à la fin, tout le monde sera d'accord. En revanche, tout le monde peut être consentant. Et le gros problème que l'on a, et les Gilets jaunes sont vraiment le symptomatique de tout ça, c'est qu'il n'y a plus de consentement. C'est-à-dire, quand une personne est élue avec 0,3%, enfin 0,3 électeurs sur 10, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, vous pourriez dire, bon, ok, je le laisse. Ça me va bien, je consens. Pourquoi ? Parce que j'ai des contreparties. En échange, j'ai quelque chose. Or là, il n'y a plus de consentement. Donc le consentement, c'est l'absence d'opposition. Ça n'est pas, je suis d'accord, ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec vous, à condition que... Et ça change tout. Non, mais attends, je suis pas d'accord. Je voudrais juste faire une petite incise. Il y a une discussion entre Hakim et Mike. Il y a un choix à faire entre bien ce qu'on vote ou pas. C'est la démocratie. Alors Mike, en quoi tu n'es pas d'accord avec cette approche, peut-être ? Je voudrais bien préciser ce mot consentement, parce que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot ? Oui, il y a souvent confusion entre quand une décision est prise à l'unanimité, par consensus, par consentement ou par majorité absolue. Qu'est-ce que veulent dire ces mots ? Est-ce que les gens ont vraiment la clarté dans cette différenciation ? Je suis pas certain. Et en tout cas, entre consensus et consentement, on a une histoire. La glace à la fraise et à la vanille. Donc en fait, c'est l'histoire de trois copains. L'histoire de trois copains qui veulent organiser une soirée. Et ils décident de se faire plaisir et d'acheter un dessert. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils vont au supermarché. Et là, ils décident d'acheter une glace. Et du coup, il y en a deux qui prennent un pot de glace à la fraise. Ils disent on veut de la fraise. Et l'autre qui dit à la vanille. Et ils échangent et ils disent non, on est deux, on est majoritaire. Hop, on prend la fraise. Sera la fraise. On sera la fraise. Résultat des courses, l'ami se fâche, il vient pas à la soirée et limite il demande le remboursement. Alors ça s'appelle le consensus. Ils sont majoritaires, ils n'ont pas cherché à négocier. On est passé. C'est un peu le Parlement actuellement. Voilà. C'est un peu tous les partis politiques. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et du coup, si on avait mis les lunettes de la recherche de consentement, on revient en arrière dans l'histoire et on se dit mais alors pourquoi pas cette on cherche la petite bête, pourquoi pas la fraise ? Je suis allergique. Bon. Effectivement, on va peut-être prendre un autre choix, s'orienter sur autre chose. Et du coup, on arrive à une autre solution et qui est plus aboutie. Donc pour dire, tu m'as devancé dans la définition. Dans la recherche du consentement, on ne dit pas je ne suis pas d'accord. On va dire je suis d'accord à condition de, pour qu'on en tienne compte dans la formulation finale. Et ça change tout. Ben oui, je consens à l'impôt parce que même si ça m'embête, je vis pas que pour moi, je vis dans une société plus large, donc je consens à l'impôt à condition
que cet impôt soit juste. Voilà. Et que les efforts soient répartis de la même manière. Et que le type qui fout rien à côté de moi, Voilà. et qu'il a nanana. Et donc voilà. Et c'est pour ça, après, on dit les gens, pareil pour la police. Tout le monde a consenti à l'action de la gendarmerie sur les gilets jaunes. Sauf exception. Un peu moins pour les CRS. Carrément pas du tout pour la BAC. Pourquoi ? Parce que la politique, les policiers de la BAC n'ont pas d'uniforme, n'ont pas de matricule apparent, ils ont des cagoules. Ils nous tirent dessus. Ça c'est en plus. Ils ont des jeans déchirés, ils ont des attitudes de cow-boy, ils nous regardent dans les yeux, ils nous crachent au visage, ils nous insultent. Les gendarmes, chaque fois, ils m'ont vouvoyé. Et quand les cortèges étaient arrêtés, ils nous expliquaient pourquoi. Il y a eu, avec des tingés, il y a eu aussi des choses qui ont débordé. Mais c'est quand même rare quand vous regardez le nombre de tirs de LBD. Je suis d'accord, à condition que... Et ce qui Ça est... permet d'être inclusif et de tenir compte donc des minorités. C'est un peu le principe des conventions collectives. Hein. Quand on fait une convention collective, C'est ça. on tient compte d'eux. Ouais, mais c'est pour ça qu'elles sont donc si on fortes, choisit en fait. le consentement, comment on fait avec ceux qui sont pas d'accord ? Ils sont pas Ah bah, d'accord il y à en aura. condition qu'eux, ils sont pas d'accord Il y du en tout. aura, bien sûr. Et alors là, on leur passe sur le corps quand même, comme qu'avec le système majoritaire ou pas ? Non, parce que le système, justement, par jugement majoritaire, est un système qui permet de prendre une décision avec, là, pour le coup, une majorité de gens qui ont consenti à De la façon décision. nuancée. Exactement. Et si c'est pas le cas, bah, la décision n'a N'est pas pas lieu. prise. Elle n'est pas prise. Parce que elle ne peut obtenir le consentement de tous que si elle est légitime aux yeux de tous, ou si les contreparties ont été mises en place, c'est-à-dire des garde-fous. Donc je vais vous prendre un exemple très violent, parce que je sais qu'il y a des gilets jaunes, ça va peut-être les violenter. Je voudrais juste... Vas-y. En fait, pour répondre aussi à sa question, c'est des objections fortes. Quand on a une objection forte, on va chercher à savoir pourquoi elle est forte. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir accès à l'information. Et quand on a une bonne information, on va pousser les raisonnements jusqu'à trouver pourquoi il y a divergence. Et souvent, on les trouve, et souvent, c'est résolu. Dans les ateliers qu'on fait, c'est très souvent le cas. On cherche, ça peut prendre du temps. L'inconvénient de la recherche du consentement, c'est le temps. Mais le résultat, il est stable. Ça, c'est très important. Et ça, alors là, c'est fondamental. Parce qu'en fait, on ne peut pas penser démocratie si on se résume uniquement à la pure technique. Mais là, on fait une grave erreur si on part uniquement ou au pur idéal. Mais tu sais, Mike, il y a quelque chose... Au pur idéal. Il y a quelque chose que m'a expliqué cet après-midi Mike. Pour lui, il me semble, il y a un problème à présenter la liste des propositions et à voter pour elle. Lui est plutôt pour faire autrement. Alors, c'est pas ce qu'on va faire. Hein. Il veut pas. Il voudrait. Tu veux pas élire, toi. Tu veux pas qu'on élise un RIC. Tu veux pas qu'on choisisse un RIC. Tu proposais une autre. Votre site propose une autre façon de faire, si j'ai bien compris. On a une approche sensiblement différente sur sa phase 3, effectivement. Il le sait, on a fait plusieurs réunions en ligne d'ailleurs. Donc la phase 2, c'est audition et assemblée. La phase 3 d'Hakim, et la phase 3, c'est quoi? Parce qu'on en a Eh pas ben, parlé. justement, la phase 3, on va faire des votations. Donc on va demander pour aux Hakim, gens. c'est votation. Voilà. Et c'est pas la proposition dans sa globalité qui sera votée. C'est morceau par morceau. Colonne par colonne. Oui, exactement. Ah, et c'est par jugement majoritaire. Et en plus, avec des amendements qui auront eu lieu dans la phase 2, etc. Je prends note parce que comme je suis Donc vous n'êtes pas tellement en désaccord alors. Vas-y Natacha. Ah non, mais on n'est pas du tout en désaccord. Une approche différente. C'est une approche différente. Tu m'en parlais ? Ouais. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que tu n'as pas éclairci et qui me gêne un petit peu, c'était ce système de sélection où les gens votent pour ce qu'ils préfèrent. Est-ce que on va se retrouver comme sur le vrai débat ou le grand débat sur des sujets qui finalement, comme ils sont pas en haut de la liste, ne sont jamais lus? Ça, c'est très désagréable. Alors, c'est pas du tout ce qu'on va faire. De faire ça. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Quand tout à l'heure, je parlais que finalement, le chemin est aussi intéressant que la destination, c'est qu'on va aussi permettre, donc on travaille avec des anthropologues, des sociologues, avec des chercheurs, pour que justement, on puisse mettre un outil qui soit vraiment, vraiment intéressant. Oui, on peut-être part du principe décortiquer, oui. que dans une dispute naturelle, eh bien, une personne qui serait pas d'accord, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'opposer. Et puis, à partir de là, elle pourrait même ouvrir le robinet et puis s'insulter gracieusement. Avec une escalade. Voilà, et avec une escalade. Le problème, c'est que ça ne mène à rien, c'est stérile et on n'obtient absolument rien. Donc ça s'inspire de thérapie sociale. Ça, c'est super important. Des gens qu'on fait discuter, des gens qui sortaient de guerre civile, des gens qui étaient en pleine guerre aussi. On part du principe qu'on n'est pas autour de la table pour devenir des amis.
qu'on n'est pas là pour même effacer le conflit, parce que l'âme humaine est comme ça, et moi je suis pas là pour l'éviter à 30 cm du sol en disant que tout le monde est joli. En revanche, on part des biais cognitifs, on sait comment les gens sont faits, et il faut partir de cette réalité. Et à partir de là, essayer de faire en sorte que la société, justement, se stabilise, mais se stabilise pas par la force, qu'elle se stabilise par le consentement. Donc pour ça, il y a des méthodes, il y a des techniques pour arriver à ça. Une des techniques, et il y en a d'autres, c'est par exemple, si j'invective quelqu'un, je peux lui dire ces 4 vérités, mais je fais une proposition tout de suite après. Je ne peux pas rester en permanence dans l'invective, parce que sinon, ça sert à rien. Alors, c'est-à-dire, on peut tous s'engueuler, on peut tous devenir assez violent, on peut même être surpris de soi-même, de la manière dont on pourrait réagir. Et après même regretter des choses. Si on est dans une démarche où j'ai le droit, dans un temps donné, de dire ce que j'ai à dire, mais en contrepartie, je fais une proposition, ça a 2 vertus. La première vertu, c'est que, du coup, je m'interdis d'aller trop loin, parce que je sais que je vais devoir faire une proposition. Proposer quelque chose, ça nous calme. Ça nous calme. Et la deuxième chose, c'est que je vais conceptualiser dans mon cerveau, et ça, c'est très important. Alors là, pour le coup, c'est les neurosciences qui nous donnent pas mal d'éléments de ce côté-là. C'est qu'il se passe, dans la chimie du cerveau, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant, qui fait que, naturellement, avant de prendre parole, parce que je sais que je vais devoir finir par une proposition, eh bien, je suis dans une autre démarche, qui n'est pas la démarche de détruire mon adversaire, ou d'être plus éloquent, etc. Mais il va falloir aussi que je me ridiculise peut-être par ma proposition. Il va falloir que je sois jugé par ma proposition, que je sois challengé. Et ça, c'est super important. Sinon, on fait des débats. Sinon, c'est des monologues. Non, mais c'est important, et c'est remettre aussi quelque part le sacré, mais pas un sacré qui soit religieux ou complètement fabriqué, le sacré de la somme des individus qui fait un groupe, qui fait une nation, qui est plus que la somme de ces individus, mais qui fait que comme on sait que on est jugé par ses pairs et qu'on va devoir faire une proposition, on met une forme de rituel, ce que j'appelle le sacré, on remet le sacré et la parole redevient sacrée. Savoir qui on parle, pourquoi on parle, et que derrière on va devoir faire des propositions qui engagent tout le monde, qui vont devoir obtenir un consensus, parce que c'est aussi le problème d'une parole démonétisée, c'est que consentement. Vous avez donné l'exemple parfait. Consentement ou consensus? On peut dire n'importe quoi. Le système est fait d'une telle manière que de toute façon, une info en chasse l'autre. Ça ne vous empêchera pas de devenir. Et ça vous empêchera pas de devenir un ministre, même Premier ministre et ministre de l'économie. Donc ça veut dire que c'est important qu'il y ait des institutions qui nous obligent à formuler soi-même une proposition et nous exposer au jugement des autres. Mais c'est très important. Les institutions qui organisent nos échanges, qui organisent notre progression vers un consensus, un accord. Et ben ça, c'est une des questions. Aussi une des techniques. Il y a dans un protocole le fact-checking. Alors désolé pour les anglicismes. Donc le fait de vérifier les faits, vérifier les sources, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas asséner des pseudo-vérités sans qu'il y ait en permanence des sources. Donc c'est aussi une des techniques qui fait que quand on anime des ateliers, donc moi, je suis animateur, facilitateur, etc. Ouais. Un facilitateur doit être neutre, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais lui, il est là pour, justement, parce qu'il fait partie de l'équipe opérationnelle, il est là pour mettre les règles et les faire respecter. Et à partir de là, un des effets, c'est aussi de vérifier les faits. Et ça, c'est pareil. Quand les gens qui sont autour d'une table savent à l'avance qu'il y aura je l'ai toujours en anglais. Le cerveau se met dans une manière, dans une démarche différente, plus exigeante. Certains vont se braquer et ne parleront plus. Mais ils évolueront. Habitués à mentir que quand on lui interdit de mentir, il ment plus. Ça bug. Non, mais c'est vrai. Moi, je l'observe, ce genre de choses. Et il y a aussi d'autres personnes qui se mettent dans une démarche nettement plus intéressante, nettement plus productrice, d'informations, qui va permettre à un autre d'avoir une bonne idée. Donc la phase 2, c'est justement de dire, moi je suis pas là pour démonter la proposition de Quentin, de Natacha ou de Mike. C'est que sa proposition va peut-être déclencher chez moi une autre idée. Donc c'est l'idée de la synergie, 1 + 1 = 3. Donc dans les techniques, c'est quand quelqu'un fait une proposition, d'abord on demande la réaction des gens, clarification s'il y a besoin, amendement. Est-ce que la personne est prête à la faire évoluer? J'ai besoin de clarification de ta phase 3. De la phase 3, et proposition s'il y a un conflit. Et après, cette nouvelle proposition donnera lieu à des réactions qui elles-mêmes donneront lieu à des amendements, etc. Et c'est avec cette phase 3 que, Mike, tu n'es pas tout à fait d'accord. Tu as des choses à redire sur cette phase 3. Toi, tu les verrais autrement. Tu ne mettrais pas une votation, toi?
Alors non, clairement non. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui une présentation évoluée de ta phase 3. Parce qu'elle évolue aussi avec tout le monde. Parce que Les 400 Donc tu te sens volontaires. du même coup moins en opposition. Mais du coup, non, c'est pour ça que j'ai besoin ce qu'on dit dans le processus, comme il dit, là, je demande clarification de parce la que phase 3. je comprends plus. Et Voilà. si ça se trouve, c'est parce que vous avez disputé, Il y a un mois. vous êtes discuté que. Voilà. Mais c'était Hakim l'objet a de ma transformé demande ça. de clarification. Je me demandais en quoi on avait finalement nos discussions qui visaient la convergence avaient réussi à. Parce qu'on a percer, entendu quoi. tes objections. Mais il faudrait On les a- entendre peut-être parce que Oui. parce que Oui, là on aussi, comprend pas là. Si on doit voter, même un jugement Sur un majoritaire, bloc. sur Sur un un bloc entre entier. 10 propositions, il est évident que la proposition qui va sortir sera moins représentative que si elle était choisie entre deux, par exemple. Donc on aurait 50% de la population qui aurait plutôt basculé d'un côté ou de l'autre, Tu veux quelle dire- que soit la forme de Tu veux dire, votation. s'il y en a 10 qui sont candidats, ils vont chacun avoir 10% en gros, plus ou moins, alors que s'ils sont deux, ils vont avoir chacun 50% plus ou Voilà. moins. Quoi. J'illustre actuellement ce que rejettent aujourd'hui les Gilets jaunes, c'est le système vers lequel on part. C'est-à-dire que du temps de Mitterrand, il y avait deux gros partis. Donc le premier tour des élections, c'était Plus ou un moins peu 50%, représentatif. plus ou moins 50%, donc Voilà. c'était quand même relativement Aujourd'hui, avec représentatif. la quadripolisation, et ça va plus, et on parle pas des européennes, avec les 30 et quelques On arrive à gagner machins, avec 10% ou on 15%. arrive à faire passer des gens avec 10% de la Et population. donc la Ça, légitimité c'est est moins parce qu'on forte. est sur un système Oui. justement de oui. Donc tout non. ça, Et de chiffres. Mais ce serait Oui. pareil avec majoritaire, il a raison. S'il y a Non, plus non. de candidats, non. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où on peut se positionner pour Oui, mais tous toujours les tout le monde, candidats, oui, c'est ça. c'est pas la même chose que de devoir choisir un des 8 candidats. ça va quand même non, ventiler. Hakim, j'ai pas eu le temps de finir. Bien sûr. Et dans le principe de recherche de consentement, on laisse finir les gens jusqu'au bout, sauf s'ils dépassent un certain temps convenu. Bon. Donc, c'est pour dire que si on doit même une proposition. Alors, le jugement majoritaire, c'est un jugement qui va dire je préfère ça ou je préfère ça. Mais on va s'exprimer sur chaque proposition. La problématique, elle n'est pas forcément sur le mode de votation, elle est sur le fait que ce soit une proposition. Et là, comme disait Quentin, le problème de légitimité, c'est quand que ce soit un programme électoral ou une proposition, moi, ça m'a fait tilt. J'ai pas envie de me retrouver à choisir la moins pire. Et la moins pire, pourquoi ? Parce que juste dans une proposition, comme dans un programme politique, il n'y a que quelques idées qui nous vont. Oui. Et du coup, on s'est posé la question de dire, mais qu'est-ce qui est légitime, hein, Quentin ? Voilà. Et qu'est-ce qui est légitime ? Es-tu rassuré ? Et alors maintenant qu'Hakim a évolué- ma demande de clarification par rapport à cet objet, c'est j'ai entendu que tu sectionnais les propositions et que Colonne tu par allais colonne. faire un jugement majoritaire sur chaque section de chaque proposition. chaque Oui, question, alors ce qui est chacune des important 14 aussi de bien garder à l'esprit, c'est que Ça c'est paraît- pas Hakim qui discute. Là, évidemment, je suis invité, merci beaucoup. Mais je dois rendre hommage évidemment à Victoria, à Serge. Alors, si je les cite tous, il faut que j'aille au bout. Donc désolé pour ceux que j'ai pas cités, Samy et tout ça. Mais l'idée, c'est que on discute. C'est-à-dire, on a des réunions, et dans les réunions, ça peut être houleux, où il y a des gens qui sont pas d'accord sur les approches, etc., et on fait évoluer. Ce qui est très important, c'est que, encore une fois, le chemin est aussi important que la destination. Donc nous, on veut un RIC à la fin. On veut quelque chose qu'on va pouvoir pousser fort, qu'on va pouvoir défendre. Donc si Ok. ce RIC est obtenu de manière illégitime ou négative, on n'aura pas abouti. Donc évidemment, on entend tout le monde, et on ne fait pas, et c'est là la grande mascarade et supercherie de la démocratie participative, contre laquelle je suis, mais alors opposé à 100%, parce que la participation n'implique pas la décision. C'est-à-dire, grossièrement, c'est un peu Il n'y comme... a pas de force contraignante. Oui, mais c'est un peu comme les JO. Non, mais c'est- L'essentiel est de participer. Voilà. C'est un mot Bon, un peu moi, je véhiculaire, Voilà, mais valise ça, c'est pour pas bien. dire Non, puis, par voilà. rapport en opposition à la démocratie représentative. Et c'est vrai qu'on y met un peu n'importe C'est ça. quoi. Et puis le- Et- pardon, Vas-y. je profite pour rebondir sur ça. Il y a vraiment un gros problème de mots. Vraiment, enfin, démocratie représentative, c'est un pur contresens. Démocratie, en fait, on n'est pas obligé d'être démocrate. Il y a des gens, Tout à on essaie fait. de discuter avec tout le monde, et il y a des gens qui proposent d'autres systèmes en bonne foi, pas par volonté de dominer une partie de la population, mais qui estiment que eux, d'après leur réflexion, d'après leur expérience, ils pensent qu'il y a des systèmes non démocratiques qui peuvent amener de meilleurs résultats. Mais si on se positionne pour la démocratie, il y a
alors ça peut être une erreur de langage, mais comme le mot reparaît tout le temps, c'est un gros problème. Démocratie participative, ça veut dire démocratie, c'est le Kratos, ça veut dire le pouvoir. Quand on dit démocratie, ça veut dire que je décide. Et c'est l'un des problèmes qu'on a en l'absence de RIC avec les manifestations, c'est que il ne suffit pas de dire que le processus est démocratique parce que je peux manifester. La manifestation, c'est une influence à la marge. Le pouvoir, c'est la possibilité de prendre une décision et de l'avoir appliquée. Par exemple, quand vous avez un magistrat, un procureur de la République qui donne un ordre à un policier, on peut dire qu'il a un pouvoir parce qu'il va prendre une décision et que cette décision va être appliquée. Il est sûr que quand il aura donné l'ordre, il y aura une personne physique, il y aura un policier qui va aller ensuite exécuter son ordre et la chose sera faite. Donc, ça me permet de mettre l'élément justement manifester, participer. Ce n'est pas la démocratie, c'est un élément qui participe, mais ça ne peut absolument pas se confondre avec ça. Il y a même mieux un exemple récemment. C'est dans le Monde d'il y a quelques semaines. Il y a un entretien de Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Alors, je pense que c'est peut-être un problème de formulation plus que la volonté de véhiculer un message. Je crois que ça doit être dans le 24 mai, je crois. Il y a un entretien au Monde, alors à vérifier, parce que j'ai pu faire une erreur en lisant, mais il me semble qu'il a dit, dans l'entretien au Monde, il dit que le RIC lui semble dangereux, je crois, parce que il ne souhaite pas opposer les souverainetés. Alors, je pense que c'est une difficulté de langage. Bon, on en fait tous, mais je pense qu'il faut le relever parce que je pense que l'article a dû être relu derrière et en temps de débat sur la démocratie participative ou représentative, on peut pas dire opposer les souverainetés. Par définition, comme je disais tout à l'heure, un souverain, c'est le pouvoir de commander. C'est une définition classique de Baudin, je crois. Le pouvoir, c'est commander sans l'être en retour par quiconque sur terre. Donc, il peut pas y avoir deux souverains dans un pays. Ça, c'est juste pas possible. Et le vocabulaire est aussi important et voilà, je voulais juste rebondir dessus. Je pense que c'est juste pour dire que il faut le gouvernement ou les assemblées parlementaires. L'idée, c'est qu'elles aient une possibilité de discussion et que les parlementaires se sentent libres de discuter entre eux. Je pense que c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'ils puissent discuter de manière indépendante dans leur coin et c'est pas vraiment l'idée de souveraineté qui était adaptée là-dessus. Je pense que c'est un problème de langage, mais il faut pouvoir le soulever. On peut dire aussi que ce mot, il est volontairement connoté pour lutter contre une forme de souverainisme. Oui. Alors Mike va poursuivre. Kim, est-ce que tu as la sensation d'avoir pas oublié quelque chose à dire ou... Si, mais effectivement, je veux pas monopoliser la parole non plus, mais sur la phase 3, sur la clarification de la phase 3. Oui. Déjà, oui, pour recentrer par rapport à ma question, voilà. Mais tu m'as répondu, je crois clairement. Si j'ai compris, je reformule comme ça, c'est clair. C'est une habitude. C'est aussi une des techniques. Voilà. Vos techniques habituelles. Voilà. Et du coup, tu vas donc permettre aux participants, les plus larges possibles, si j'ai entendu, de pouvoir s'exprimer via un vote de jugement majoritaire, c'est-à-dire je préfère un peu, pas beaucoup, etc., sur chaque partie de chaque proposition. C'est ça. À l'état, colonne de chaque ligne. En l'état, oui. Une proposition regroupe plusieurs paragraphes et tu fais voter les paragraphes. C'est ça. Ok. Et du coup, après, tu fais remonter, tu sépares les... Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait... je finis. Est-ce que l'intention, c'est de séparer les paragraphes et de les mêler On ne sait pas encore. Parce que si ça, c'est ta votation finale... Ça peut donner des choses un peu... ça veut dire que c'est pas ta dernière phase. En fait... Ça veut dire que t'as une quatrième phase cachée, quoi. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le processus n'existant pas, d'accord, on le crée. On le co-crée aussi avec toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui veulent. Donc, on va en discuter après. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que il y a des pays pour lesquels il y a que de l'initiative. Et il y a des pays pour lesquels il y a que du référendum. Et c'est pas parce qu'ils n'ont que du référendum que c'est pas bien, que leurs modalités ne sont pas bonnes. Ou alors, c'est pas parce qu'ils n'ont que de l'initiative que ça n'est pas bien non plus. Donc, on peut, justement, grâce à ces 14 questions, on les a faites de manière à ce que, justement, elles puissent être autonomes et que même si, par exemple, on a un désaccord sur une autre phase, eh bien, on pourrait, justement, mettre une phase en avant plutôt qu'une autre parce que on l'a vraiment... Ou on crée une nouvelle, pourquoi pas. Parce que, justement, on a vraiment décomposé le puzzle, parce que c'est très complexe, le RIC. Il ne faut pas non plus mentir aux gens. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que n'importe quel citoyen est en capacité de poser une question. Ça ne veut pas dire que, à la fin, la question va être forcément posée. Voilà, va être positive. Il faut mettre des filtres. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Ça veut dire juste qu'on donne un outil à des gens pour dire le conflit est pacifié. Vous ne sortez pas dans la rue
on vous donne un outil démocratique pour pouvoir vous faire entendre. Voilà. Mais après, il y en a qui vont nous dire, ah oui, mais très bien, donc on entend votre volonté, ça veut dire que vous voulez plus de conflits, vous voulez absolument troller ou quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on part du principe que la politique n'est pas une obligation. La politique ne peut pas se faire à coup de pelle. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont qu'une seule envie, c'est de proposer des choses. Ça fait partie de la vie. Et puis, il y a des gens, ils veulent décider sur tout. Mais jamais débattre. C'est aussi comme ça. Le RIC, c'est ça. C'est-à-dire, on offre un outil qui pourra correspondre à tout le monde. Et c'est ça qui chagrine énormément les gouvernants. Parce que eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont élus, et à partir du moment où ils sont élus, ils nous font participer. Ils ont choisi la question. Contraignante. Voilà, ils ont choisi la question, il n'y a pas de décision à la fin. Ils feront ce qu'ils veulent. Ça vous donne le grand débat. Qui, à part moi ? Voilà, et le grand débat, ce qui a été énorme, et puis j'espère que les gens qui nous écoutent s'en sont vraiment rendus compte, c'est que pendant 3 mois, 12 millions d'euros... Ça, je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Voilà, 12 millions d'euros pour faire... différents horaires, ils zappaient, etc. C'était toujours le même qui oui, parlait. Bon, mais au-delà de ça, je veux dire au-delà de la partie médiatique, je parle vraiment du vrai débat, c'est-à-dire du grand débat, pardon, c'est-à-dire les discussions qu'ils ont eues. C'est-à-dire on a menti aux gens. Oui, et puis on a créé une énorme frustration qui était de dire mettez-vous autour de la table, discutez sérieusement. Il y en a qui ont fait vraiment l'exercice très sérieusement, oui. qui sont allés de bonne foi. Et à la fin, écoutez ce qu'a dit le président. Je vous ai écouté et j'ai pris la décision. C'est énorme. Et non, il a dit surtout, ça pouvait être intéressant. Chaque fois, il disait, mais j'ai pas suivi. Mais ce qui est important, et pour les, je veux dire, pour tous les, justement, les personnes qui bossent justement dans la neuroscience, c'est ce qui m'a le plus choqué dans l'emploi du jeu est très important. Ça veut dire que quand bien même ils ont pris la décision en Conseil des ministres à 10, le simple fait que de sa bouche sorte le jeu, ça donne toute l'ampleur finalement de la mascarade, de la supercherie. C'est-à-dire, à partir de là, on a fait discuter des gens, mais soit la décision était prise à l'avance, soit, allez, donnons-leur du crédit, ils ont étudié les différentes propositions, et après ils ont décidé. Mais de quel droit ? Quelle est la légitimité qu'une personne décide de faire ce type de choix ? On a eu le cas cette semaine avec la ministre de la Santé qui a dit j'ai payé tant de millions, etc. Alors c'est nous qui d'abord c'est nous qui avons payé. Excusez-moi, Madame la ministre. C'est plus que des lapsus en fait. Ah non, mais c'est ça. J'ai payé. Voilà. T'as rien payé du tout. Il y a deux, si tu me permets, il y a 2 petits éléments sur lesquels je voudrais rebondir. Ça, c'est aussi en première année de droit constitutionnel. C'est un problème, c'est que pour voter en ayant un minimum d'éléments, les gens qui rentrent en fac en droit, notamment, ou tous ceux qui font du droit constitutionnel, je pense qu'ils doivent se rendre compte, moi c'est ce que j'ai vu en première année, à quel point en 3 ou 4 cours, on n'a plus du tout la même vision de l'élection et qu'on voit plus du tout les enjeux de la même manière, et c'est dommage que ce soit réservé à ceux qui sont à l'université. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Et ce qu'on nous dit pendant ces cours, justement, j'avais un professeur qui parlait du référendum et qui nous disait, donc pas le RIC justement, le référendum on va dire classique à l'initiative du président, et il nous disait à ceux qui avaient dans l'idée que le référendum était un outil démocratique, donc quand il est proposé par les pouvoirs publics, par le président, c'est l'idée dans la Ve République, enfin c'est le principe, l'idée qui sous-tend tout ça. Le référendum est extrêmement dangereux pour la démocratie et n'est pas du tout démocratique parce que justement, non seulement on répond par oui ou non, mais parce qu'on n'a pas choisi la question. Et ça cette phrase-là, elle résonne dans ma tête là, parce que c'est vraiment l'idée de l'atelier constituant. C'est pas pour faire un pont exprès, au contraire, c'est pour dire aux gens, c'est possible. J'imagine que c'est possible, voire même probable, que dans les années qui arrivent, à un moment, on nous fasse un référendum à l'initiative du président. Et sur un sujet, donc avec une question qui va pas répondre à nos attentes à nous, qui pourrait être un sujet qui va satisfaire beaucoup de gens. Il peut y avoir une grosse participation. À une époque, il y avait une rumeur, je sais pas si elle était vraie, qu'ils voulaient mettre les européennes en même temps qu'une élection locale pour assurer qu'il y ait plus de gens. Enfin, l'idée, c'est que si on se satisfait à un moment d'être consulté par référendum sur une question à l'initiative des pouvoirs publics qu'on n'a pas choisi, on se leurre en pensant que c'est subversif ou que c'est démocratique. À partir du moment où on n'a pas choisi la question, on peut avoir un référendum sur lequel on est d'accord, mais on répond pas du tout à l'objectif. Si la question n'est pas, en fait, avant de voter pour le résultat du référendum, il faut pouvoir voter sur la question d'abord. Et c'est tout ce que disait Hakim. Et c'est aussi la fabrique du consentement. C'est exactement. Et c'est aussi en ça que le rôle des médias
est essentiel et souvent néfaste, parce qu'on met dans la tête des gens des débats qui en fait ne les concernent pas. Ou alors des sujets, est-ce que vous êtes pour l'avenir de la planète, etc. Ah bah oui. Vous voulez être en bonne santé. Ah oui. Et vous voyez en fait mourir du cancer. Ah non. Et puis là, donc, et plus les problèmes du quotidien sont prégnants, plus on va loin dans des postulats. Et ça, d'ailleurs, sur les grandes pétitions de principe, si vous prenez la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle maintenant, donc l'idée c'est qu'elle ait une valeur supérieure aux lois. Oui. Là, je crois que c'est l'article 1 dit que nous avons un droit à un environnement sain. Donc il y a une valeur constitutionnelle aujourd'hui. C'est extraordinaire. Donc sur le plan de la pétition de principe, c'est assez sympathique que ce soit dans la Constitution. Il faudrait laisser de la place à Daniel qui a. Mais non, mais Daniel, il a dit. Quentin me faisait une belle transition. Je voudrais proposer le début d'un RIC ici, donc c'est-à-dire de choisir nous-mêmes la question et de vous donner une initiative qui a été menée par Lise, une parapentiste de Saint-Hilaire-du-Touvet, tout simplement qui pose la question aux gens, un RIC pour, et c'est à vous de remplir la suite. Et peut-être en clôture d'émission pour avoir chacun d'entre nous ce pourquoi on voudrait un RIC. Parfait. Donc, des petits travaux pratiques. Et puis, donc pour mon intervention, alors déjà, je voudrais dire qu'en fin d'intervention, on aura peut-être la possibilité d'avoir Sylviane au téléphone, qui va nous appeler de la Loire, pour expliquer ce qui se passe en ce moment même. Et donc, je voulais commencer par des remerciements appuyés pour Monsieur Latouche, qui nous permet ici de parler vrai, sur cette radio. Et puis également à vous, Didier Maesto, qui programme à l'antenne, justement, les voix des représentés. Et donc, comme le dirait Étienne, vous êtes exemplaire. Donc encore merci pour cette tribune que vous donnez. Il est vraiment bien. À des gens. Non mais merci. Voilà. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, donc, c'est que le référendum d'initiative citoyenne, c'est un merveilleux outil qui va nous aider à faire société et à nous émanciper. Et comme le dit encore une fois Étienne, depuis des années, on est des enfants politiques. Depuis tout le temps, on est des enfants politiques. Mais avec ce mouvement des Gilets jaunes, on devient adolescent. Alors certes, qui se cherche encore, parfois on est même turbulent, mais on a compris avec ce mouvement la nécessité de participer aux prises de décision, voire de contrôler ceux qui vont prendre des décisions pour nous. Et donc le RIC, entendez bien, référendum d'initiative citoyenne, c'est à notre initiative, c'est à votre initiative. Faut pas attendre que le maire nous donne un référendum, faut pas attendre que le député ou la députée nous donne un référendum, faut pas attendre que le président nous donne un référendum. Il nous appartient. Et il nous appartient tant dans la construction de celui-ci, dans l'écriture des modalités, que dans l'organisation de celui-là. Et donc, nous, sur notre commune qui a été nommée capitale du RIC, nous avons organisé un référendum et c'est une action qui est extrêmement bien perçue par la population. Elle nous permet justement d'aller vers ceux qu'on n'entend jamais et de leur permettre de s'exprimer, de donner leur avis sur la situation, peut-être même des propositions de leur côté. Donc, il y a une vraie interaction qui se passe et donc on recueille les doléances justement des gens qui n'ont jamais la parole finalement. Et donc, le RIC, il est extrêmement important qu'il soit en toute matière. Mais encore plus important que le en toute matière, à mon sens aujourd'hui, pour moi, c'est le écrit par nous-mêmes. S'il est écrit par nous-mêmes, alors nous déciderons qu'il soit en toute matière, voire plus. En sous-entendant en toute matière, il est cadré. Alors que en le disant écrit par nous-mêmes, justement ceux qui sont éventuellement contre le en toute matière vont pouvoir venir écrire, puisque c'est par nous-mêmes et ça inclut aussi ceux qui auraient des a priori. Oui. Donc, de toute façon, j'ai un pense-bête. J'irai jusqu'au bout. On vous fait confiance. Même sans lumière, j'irai jusqu'au bout. Donc, en fait, le référendum d'initiative citoyenne nous appartenant, donc nous avons pris l'initiative d'en réaliser un. Et donc, dans sa commune ou dans son arrondissement, quand on est en ville, par exemple, il faut savoir que ce référendum n'a pas qu'un but consultatif. On peut vraiment s'en servir comme un tremplin. Et un tremplin pour la vraie démocratie concrète appliquée. Alors, on a un protocole que je vais permettre, j'espère, aux
aux auditeurs de pouvoir consulter, on donnera le lien pour le protocole. C'est un exemple, donc on propose juste Donnez-le tout de suite, le lien, si vous l'avez. Précise, Daniel, que c'est très court et en 2 minutes, vous avez fait le tour et vous avez pu tout comprendre. Hein. C'est pas un fascicule. Non, mais de peut-être 800 pages. expliquer, parce qu'on va pas voir grand-chose là. Oui, c'est un protocole qui a été réalisé avec aussi l'association Article 3, que nous avons mis en œuvre, nous, dans notre commune. Donc, en fait, je vous disais que on propose un protocole. Donc on s'en inspire, hein, c'est pas quelque chose qui est fixe, hein, justement, on va adapter son propre RIC au contexte dans lequel on se trouve. Et donc on peut commencer par un sondage justement, puisque choisir la question du référendum, c'est essentiel. Celui qui pose la question, quelque part, il a déjà à moitié répondu. Une bonne partie du pouvoir. Suivant la question qui est posée, la réponse est déjà plus ou moins orientée. On amène justement la population à s'exprimer sur un sujet, pas sur un autre. Moi, je soutiens les RIC qui comportent 2 questions. Une question de type national, global, pour montrer que le RIC, effectivement, ça va participer à prendre des décisions pour la globalité de la population. Ou en tout cas que le local ne va pas aller contre le national, Voilà. mais va s'inscrire dans l'idée du national, Tout dans à fait. quelque chose de plus vaste. Un RIC, ça peut être envisagé à plusieurs niveaux, plusieurs échelons. Et donc, 2 types de questions. Une nationale, alors peut-être une que tout le monde reprendrait, histoire d'abonder sur une question et puis d'avoir peut-être réellement... Macron démission, par exemple. Par exemple, comme, non, bah, c'est le... tout à fait, comme Sénadal propose, par exemple, Macron démission. Bon, après... Vous avez dit que sur laquelle tout le monde s'accorderait. Est-ce que ça changerait fondamentalement la vie du pays? Je suis pas sûr aujourd'hui. Non. Justement, un des retours de Sénada, c'est de dire que justement cette question a été sélectionnée. Hmm. Et la légitimité Non, mais de cette question, elle est où non, mais justement, je la pose de cette manière-là, parce que les gens me disent... Revenir et parler oui. d'autres types de Parce que légitimité. on vous répond, si vous dites ça, vous dites, on vous répond immédiatement, qui a la place? Mais Oui, qui a la mais place? c'est pour ça que... Alors légalement, s'il démissionne, normalement, ça doit être Alain le Poher. président du Sénat. Ouais. Voilà. Ça Non, doit c'est être- pas le même. Donc mais il est ce aussi vieux. sera Monsieur Gérard Larcher pour l'intérim, donc à prendre en compte lors de choix de la question. Donc voilà, je soumets aujourd'hui qu'on propose 2 questions. Et donc une nationale, donc à la rigueur celle-ci, pas le choix, hein, on décide tous sur la question. Celle de l'article 3, elle est pas mal. Êtes-vous favorable au référendum d'initiative? Alors le en toute matière, on peut le transformer en écrit par nous-mêmes. Et une autre question qui, cette fois-ci, serait décidée au plan local, mais strictement local, dans la commune. Et on commencerait peut-être par un sondage, alors les week-ends sur les ronds-points, ou bien devant le supermarché, ou sur le marché du village, et on poserait la question aux concitoyens qu'on croise. Si vous deviez répondre à une question concernant votre commune, quelle serait-elle? Donc ça nous permettrait de connaître des sujets d'inquiétude des gens, des sujets brûlants, et avec une stratégie forcément. C'est que si la question elle fait polémique, il y aura beaucoup de gens qui viendront peut-être s'exprimer pour donner leur avis. L'un peut attirer l'autre, quoi. Tout à fait. On ne serait pas forcément allé voter pour une question nationale, pas forcément pour une question locale, mais là... En proposant les deux, c'est une très bonne idée. On double les chances d'avoir des gens qui viennent s'exprimer. Et donc le but c'est ça justement, d'avoir un maximum de personnes qui viennent opiner, donner leur opinion, donner leur avis. Et ensuite, comme on a fait ce vote avec les listes électorales, on a des noms, on a des adresses. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, comme on l'a fait à Saint-Clair, on propose soit une fête d'Éric, donc une fête pour réunir l'ensemble des votants, ou bien une réunion où on peut même aller jusqu'au porte-à-porte, aller discuter avec les gens. On a les noms, les adresses de ceux qui sont intéressés par la question. Non, de ceux qui sont venus voter. Et qui sont venus voter, donc qui sont intéressés Voilà. par la question, En fait, et donc on peut recontacter pour... Non, la question, les organisateurs sondent pour savoir quelle question peut faire consensus. Une fois qu'on a cette question, c'est cette question qu'on va proposer au vote. Hein, donc là, il n'y a pas de... Et là, il y aura un vote. Et là, donc, il y a un vote qui va déplacer des foules, normalement. Mais ce vote se fait sur les listes électorales. Nous, à Saint-Clair, on a innové un petit peu, puisque lors du deuxième vote, on a ouvert le scrutin aux non-inscrits de la commune. On a établi, comme c'est nous qui écrivons les règles du RIC, on a établi qu'une personne habitant la commune depuis au moins 3 mois
avait le droit de s'exprimer. Donc en fait, voilà, une fois qu'on a fait déplacer les gens qui sont venus donner leur avis, on a une précieuse liste électorale avec des noms et des adresses. Donc à nous de réunir ces gens-là, de leur faire constater le nombre qu'ils sont, et donc qui constitue un corps électoral relativement important. J'en veux pour cause, nous dans notre commune, sur sur 3100 inscrits, nous avons déplacé 584 personnes, donc pratiquement 18% de la population. Et lors du premier vote, sur 1027, nous en avons déplacé 250. Ce qui nous a permis d'avoir un vote plus légitime que la députée sur ce même bureau de vote. On a fait plus que la députée. Ça d'ailleurs, c'est une astuce pour tous ceux qui veulent mener l'initiative. Le porte-à-porte, ça vraiment c'est essentiel parce que justement le fait d'avoir un contact avec les gens et pas juste mettre un tract, ça donne cette différence-là de participation. C'est-à-dire que sur des bureaux, statistiquement les 3 bureaux, enfin les 3 groupes qu'on allait interroger, c'est le même. Statistiquement, il n'y a pas de disparité incroyable entre les 3 groupes. Quand on va pas voir les gens, qu'on prend pas le temps de parler avec eux, et je pense vous verrez, enfin nous chez nous. Après, peut-être pas partout pareil, mais chez nous, on a vu qu'on était extrêmement bien reçus, même par les gens qui étaient contre, ceux qui voulaient pas en parler, ils disaient non, très bien, on vous dérange pas plus. Mais allez les voir, parce que pour la participation, vous allez voir que ça fait une énorme différence. Et ça donne des résultats en termes de légitimité. C'est-à-dire que et après, là, ça devient intéressant quand on compare les chiffres. Le RIC sauvage devient particulièrement légitime quand la proportion des votants dépasse celle des élus en place. Tout à fait, ouais. C'est vrai que Daniel, il recoupe, il associe les 2 idées. Il se sert du RIC expérimental à notre propre initiative pour fabriquer un corps de citoyens, pour repérer les citoyens qui sont intéressés par la question, parce que ce sont eux qui sont venus au vote, et il se sert de cette liste qualifiée donc pour organiser l'élection, pour préparer l'élection dans les petites communes, et alors parce que là, il va y avoir un accès au pouvoir politique. Avant tout, c'est d'éveiller les gens, éveiller les consciences que le pouvoir, c'est eux qui l'ont. C'est nous tous, individuellement, qu'on l'a. Et que si on continue à s'obstiner, à déléguer notre pouvoir, faut pas se plaindre de la société qu'on a. Donc, pour participer, il faut déjà aller voir les gens en leur expliquant justement qu'un référendum, un RIC, c'est donner son avis. Aller se former pour avoir un avis éclairé, pas le donner comme ça à la volée. Donc, et de là, donc on va proposer de constituer un collectif, une association, qu'importe la forme, mais ce groupe de personnes qui s'est manifesté en venant donner leur avis, on va constituer une force. Et là, merci à Dominique, merci à Étienne, qui depuis des années nous propose de faire des ateliers constituants, parce que ce groupe, on peut leur proposer justement, par le biais d'ateliers constituants, d'écrire notre constitution communale. En écrivant nous-mêmes la constitution communale, on va dire comment on administre notre commune. On va déterminer si on le fait par des commissions ouvertes. Quel est le nombre? Est-ce qu'on fait de la parité entre hommes et femmes? On va pouvoir intégrer peut-être le tirage au sort quand il va falloir confier des rôles à certaines personnes. Quel sera le code qu'on va fixer à celui ou celle qu'on va élire maire, puisqu'il nous faudra un représentant par rapport à l'État. Comment on va pouvoir le contrôler? Est-ce que nous pourrons le révoquer? Toutes ces règles-là, par le biais d'ateliers constituants, nous allons, pendant des mois, y travailler pour proposer notre constitution communale. Et on va avoir des mois pour faire grossir la liste des participants à tout ça. Et puis va arriver mars 2020. Je pense qu'il y aura une liste, il y aura des listes constituées de citoyens qui ne veulent pas le pouvoir pour eux-mêmes, mais qui veulent le pouvoir collectivement. Et comme Saillant, la commune de Saillant en 2014, qui à partir d'un problème précis de supermarché, ça a fédéré justement un problème local, a fédéré un groupe de citoyens qui se sont rendus compte que finalement c'était le maire seul qui décidait si oui ou non ils allaient avoir le supermarché, et donc ils se sont dit notre seule solution c'est de devenir nous aussi maire. Le maire peut être inscrit, si on lui donne ce rôle, il peut être la personne qui, à la fin du travail d'une commission, valide par sa signature
acte la fin du travail. Non, il n'était pas candidat, il était désigné oui. par les autres. Pardon, autre conseil pratique, je suis désolé Daniel, mais c'est super important en pratique aussi. Quand vous allez, pour tous les groupes qui veulent faire ça justement, il faut avoir quand même en tête que le maire justement a pas mal d'obligations légales, enfin pas mal, c'est vraiment un euphémisme, et donc n'hésitez pas à vous rapprocher justement de personnes qui ont pu exercer des fonctions dans le conseil municipal, par exemple, des anciens maires. Et si vous êtes d'accord, s'ils sont d'accord avec le RIC, vous trouvez un terrain d'entente, ça peut être bien parce que ce qui nous manque en fait, c'est pas le droit de décider et c'est pas non plus la capacité de réfléchir. Ce qui nous manque, tout bêtement, c'est la connaissance du fonctionnement du pratique du cabinet. Par exemple, pour le ministère, tout simplement, qui décide quoi, à qui je dois envoyer le courrier, quelle obligation je dois prendre en compte, comment ça fonctionne. Se former au métier, en fait. Exactement. Oui. Donc, essayer de repiocher des compétences chez des gens qui peuvent déjà les avoir. Les conseillers municipaux d'opposition se feront un plaisir de vous conseiller. Les maires ont beaucoup de travail et beaucoup d'obligations aussi, donc il faut l'avoir en tête. Oui, donc en fait, une fois que on écrit nous-mêmes les règles de la constitution communale, on va proposer une liste. C'est pas un sondage qui va gagner l'élection. En mars 2020, imaginez donc comme saillant, il y ait des listes de citoyens qui se proposent justement, et je pense que soit ces listes, elles ont des grandes chances de gagner les élections. Surtout dans les toutes petites communes. Surtout dans les petites communes. Oui, parce qu'elles auront, il y a eu tout un travail au préalable. Et Dominique, avec Étienne, on fait une recherche sur les presque 36 000 communes. Plus de la moitié font moins de 1000 habitants. Et encore un très très gros pourcentage fait moins de 500 habitants. C'est ça. En fait, c'est les communes inférieures à 1000 habitants, c'est 25 500. C'est les communes qui sont inférieures à 500 habitants, qui représentent 17 820 communes. Énorme, ça. Ce qui est colossal. Hein. Ça met bien les choses en perspective. Toutes ces petites communes sont gagnables avec du porte-à-porte accessible à une poignée de 10 ou 15 personnes. Motivés qui va aller solliciter les autres. Une poignée de 10 ou 15 personnes motivées peuvent, par le porte-à-porte, gagner ces petites communes complètement, très facilement, juste avec un petit porte-à-porte, un petit porte-à-porte, on déclenche un petit référendum. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que les études nous montrent qu'une personne connaît personnellement environ 300 personnes. On connaît bien environ 300 personnes. Ça vous remet en perspective. Donc, 17 000, plus de la moitié des communes comportent moins de 500 habitants. Ça veut dire que dans plus de la moitié des communes, tout le monde connaît, pour ainsi dire, tout le monde. Et aussi un élément qu'on a appris aux européennes, il y avait, pour mettre en avant l'idée du RIC aussi, même si c'est compliqué de tout mettre en œuvre, mais il y avait une liste MIC qui défendait le RIC aux européennes, et des gens qui sont allés coller les affiches nous ont rapporté que dans énormément de petites communes, là où il y a peu d'habitants, il y avait 34 listes et il y a des maires qui se sont dit moi je joue le jeu, je vais mettre les 34 panneaux. Et vous avez des communes où vous avez quelques centaines d'habitants et le maire a dit c'est pas grave, moi je mets les 34 panneaux. Donc j'imagine même pas à quel point ça doit être compliqué. Et en fait il n'y a pas un parti qui est venu coller une affiche. Zéro, et dessus les personnes nous ont apporté ça, le seul petit papier qui était collé, les seules affiches qui étaient collées, c'est celle qu'on avait imprimée nous parce qu'on n'a aucun moyen, aucune subvention, et en fait le maire était désemparé, puis ça montre le degré de motivation du coup. Moi je pense qu'on a un timing qui est parfait, avec justement le fait que le RIC est devenu populaire dans la France entière grâce aux Gilets jaunes, justement cette idée s'est fait connaître, et la vraie élection qui nous concerne, c'est celle qui se passera en mars 2020. C'est dans nos municipales. Les Gilets jaunes, c'est plus un mouvement des campagnes que des villes. Le mouvement des villes, c'était Nuit debout. Donc le mouvement Gilets jaunes, c'est plus un mouvement qu'on trouve sur les ronds-points, sur les barrières de péage. Voilà. Et donc là, je vais faire une petite aussi parenthèse. Étienne, depuis des années, il cherche à nous rendre constituants. Il nous sensibilise à la nécessité vitale d'écrire nous-mêmes la Constitution nationale. Peu s'y implique. Depuis des années, je connais Étienne, il est très courageux parce que effectivement Léo Giraud est l'un de ceux un héros les plus assidus, mais ils sont peu nombreux comme Léo justement à s'intéresser à la Constitution nationale. Et en fait, je pense, à mon avis, c'est comme si Étienne nous demandait
du jour au lendemain, de jouer en équipe de France pendant le mondial. Et peu d'entre nous pensent avoir le niveau de jouer en équipe de France. Et par contre, la plupart d'entre nous, on a tous commencé à taper dans le ballon dans notre commune, dans la cour d'école. Et puis de là, on a intégré le club local. Et puis en progressant, on nous a repérés, on a joué en régional. Et puis de la région, on nous a encore repérés. Nous voilà en Ligue ou en National D2 ou D1. Enfin bon. Et au final, les meilleurs d'entre nous ont été sélectionnés pour faire partie de l'équipe nationale qui va représenter l'ensemble de la France. Et donc, quelque part, pour moi, écrire la constitution communale, c'est débuter à la base. Et la base, c'est les fondations de tout. Donc, on sera, à mon avis, extrêmement nombreux à participer à des ateliers constituants si l'atelier proposé nous concerne quelque chose qu'on se sent capable de réaliser. Oui, puis c'est une manifestation concrète parce qu'on en voit tout de suite les résultats. Exactement. Et donc on se dit, si on peut changer notre vie au quotidien dans notre commune, on peut changer le monde, quoi. Ça On vaut peut le coup changer de notre se donner pays, du mal. on peut changer les choses. Et ça vaut le coup de se donner du mal. Ça, c'est vraiment une idée Très forte intéressant. de Daniel. Et donc, en fait, voilà, je disais, quoi de plus motivant, justement, que d'écrire des constitutions qu'on va voir nous-mêmes appliquer, que dans quelques mois, on va les mettre en œuvre. Et donc, imaginez que des centaines de communes, de petites communes notamment, obtiennent ce pouvoir citoyen démocratique. Eh ben, c'est peut-être aussi la possibilité en 2022, lorsqu'il va falloir parrainer un candidat pour l'élection présidentielle, eh ben, que ces communes mettent en avant, enfin préparent déjà cet avènement, on va dire, et puis fassent monter un candidat en pouvant le parrainer. Et que ce candidat, par la voie institutionnelle, élu président, peut-être acceptera un mandat impératif, et qu'on aura écrit par nous-mêmes. Donc oui, il y a de la stratégie à court terme, à moyen terme, mais aussi un petit peu plus à long terme. Et je pense qu'il faut pas le passer à côté. Et pour finir mon intervention, imaginez les gilets jaunes. Donc là, je m'adresse à vous, les gilets jaunes. Le 17 novembre, vous avez pris vos ronds-points, vous avez pris les barrières de péage. Eh ben, prenez vos mairies maintenant. Prenez vos mairies. Ça va être difficile de vous atteindre avec des LBD, lorsque vous irez au porte-à-porte voir vos concitoyens. Ça va être difficile d'interdire justement des référendums, le vote, puisque nos élus sont mis au pouvoir par ce moyen-là. Donc de proposer de réaliser des votes, c'est quelque part indémontable, quoi. Celui qui démonte ça... Le municipalisme est important dans la stratégie d'instauration, effectivement. Tout à fait. Et chaque commune mériterait d'avoir une constitution. En Suisse, chaque canton a sa constitution. Chaque canton est un État. La Suisse est une fédération de communes libres. D'ailleurs, et à Montceau-les-Mines, donc les 29 et 30 juin, va se tenir la 3e assemblée des assemblées des Gilets jaunes. Je sais qu'à Saint-Nazaire, lors de la seconde, le municipalisme a été beaucoup débattu. Prenez conscience que un RIC va nous aider, mais va vraiment nous aider à obtenir ces municipales. Donc voilà. Je crois qu'on a Sylviane qui doit être peut-être au téléphone pour clôturer mon intervention. Et puis une petite remarque aussi qui s'est faite sous le post d'Étienne sur Facebook, une remarque d'Hicham. Pourquoi parler du RIC alors que Sud Radio, en collaboration avec Étienne Chouard, pourrait en organiser un? Constituer un groupe d'auditeurs ou d'internautes, chacun propose sa question. La question qui obtient le plus de signatures serait proposée au référendum. Ce référendum, à l'initiative d'un représentant non élu, pourrait faire l'objet d'une émission spéciale afin de démontrer la puissance de l'outil et de faire la promotion de l'idée dans toute la France. Pas de problème. Donc, il y a le cahier des charges. Merci Hicham pour cette proposition. C'est une façon de sélectionner une question. Et puis donc, si Sylviane est en ligne. Absolument. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Je vais essayer d'être rapide parce que je crois qu'on touche au bout de l'émission. Donc moi je suis membre du groupe citoyen constituant Loire 42.
Nous sommes aperçus rapidement que si le référendum d'initiative citoyenne était la première des revendications, il y avait très peu de monde qui savait vraiment à quoi ça servait, comment ça fonctionnait, et on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin justement d'éducation, d'éveil à ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne. Et du coup, nous organisons des réunions d'information. Donc nous allons voir les maires des communes parce qu'on n'envisage pas de le faire sans l'accord des élus. Et nous leur expliquons ce qu'on veut faire. Nous leur demandons de nous prêter une salle, une urne et un isoloir. Et puis, quand on a leur accord, on rédige un courrier d'invitation qu'on dépose dans toutes les boîtes aux lettres des communes où nous avons décidé d'intervenir. On met des affiches, on met des banderoles. Et ces réunions se déroulent en 3 parties. En premier, donc, en s'appuyant sur un diaporama qu'on a récupéré dans l'article 3, on explique ce qu'est le RIC. Ensuite, on a un moment d'échange qui est vraiment avec les personnes qui sont venues, qui est vraiment très intéressant parce que on leur laisse la parole pour qu'ils nous donnent un petit peu leurs appréhensions, leurs questions. Qu'est-ce que si on a le référendum d'initiative citoyenne, est-ce qu'on va remettre la peine de mort, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de répondre à leurs interrogations parce que c'est aussi une façon de motiver les gens à finalement choisir ce système-là. Eh bien, merci. Et la troisième partie, oui. Alors la troisième partie, on procède à une votation avec la question est-ce que vous êtes pour, contre ou blanc par rapport au RIC. D'accord. Voilà. Sylviane, c'est peut-être, il faut préciser que vous vous êtes engagée à consulter l'intégralité du département de la Loire. Il faut le dire, ça. L'intégralité. Bah oui, c'est quand même, c'est important. Oui. On va commencer par notre circonscription, la 6e, Ouais. où il y a déjà 137 communes. Donc, effectivement, le fait de faire de façon très locale, ça nous a permis d'être médiatisés. On a eu la chance d'avoir la télé TL7 qui est venue nous voir, nous rencontrer, qui va revenir sur notre prochaine intervention à Feurs. Feurs, c'est une ville de 8000 habitants. Et on fait la semaine prochaine donc nos réunions d'information sur cette commune. On a boîté 5000 courriers pour la ville de Feurs. Et on a aujourd'hui un article qui est paru dans le Progrès, qui est un journal local qui est beaucoup lu. Et je pense que ça va nous permettre d'avoir beaucoup de gens qui vont venir à ces réunions d'information. Très bien. Mais c'est vrai, moi j'ai par exemple participé il y a 15 jours dans le Perche avec François Boulou à une rencontre citoyenne et les gens venaient de tous les petits villages. J'étais étonné de voir autant de monde, autant actifs, participants. C'était impressionnant, quoi. Et voilà, donc tout est possible. C'est vrai, et c'est très très intéressant d'aller à la rencontre justement des gens parce que on peut vraiment répondre à leurs interrogations, on peut aller au fond des choses au niveau des explications dont ils ont besoin et c'est aussi une contribution nécessaire pour faire adhérer la majorité de nos citoyens à cette forme, cette nouvelle forme finalement de vie. De vie politique, de vie sociale. Merci Sylviane, merci beaucoup. Merci. Et puis on va mettre en place tout ça petit à petit. On fait des RIC vivants là, voilà, ouais, ce soir. Oui, c'est très important. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. On a 2 minutes pour lire ce qui a été fait là. Ça serait bien. Allez, on va conclure par ça. Pas de problème. Alors, je vais lire. Non. Et puis on a le droit de dire qui a écrit quoi après. Mais il n'y a pas les noms. Comme c'est mélangé, parce que c'est mélangé, il n'y a pas les noms. Chaque voix est la même. Un RIC pour organiser un processus constituant populaire. Un RIC pour essayer la démocratie et pour récompenser ton courage, Albert. Ça, c'est bien ça. Un RIC pour élever les consciences. Un RIC pour quel RIC voulons-nous?
Un RIC pour définir le RIC. Un RIC pour les universités populaires dans les médias. Il y en a encore ? Je précise juste pour ceux qui nous écoutent et qui ont pris en cours de route que c'est Daniel qui nous a distribué des petits, des grands post-it pour nous demander quel type de RIC on voulait. Donc on a un RIC sur une idée de Lise, de Saint-Touvet, du Tillers. Saint-Hilaire du Touvet. Ouais, Saint-Hilaire. D'accord. Lise. Un RIC pour une réécriture de la Constitution et demander la fin des partis politiques. Un RIC pour avoir le choix, enfin avoir une envie de voter. Un RIC, quel est le RIC voulu pour les Français ? C'est une question qui serait posée. Un RIC pour encadrer les produits nocifs à la santé et à la planète. Un RIC pour l'indépendance des médias d'information afin de sortir de l'intox, des conflits d'intérêts, lire le monde diplomatique global. Et pour réformer et moderniser notre société. Un RIC pour que le peuple prenne la barre de son destin. Pas mal. Eh bien voilà un beau programme. Et 30 secondes, ensuite, j'ai une pensée pour Annie, qui se bat férocement pour l'instauration d'un RIC, et aussi contre la maladie. Et puis une autre pensée pour Albert, qui, sous la pluie, sous le vent, en fauteuil roulant, c'était notre moteur. Et puis une petite remarque. Alors, Daniel a fini. Mike et Priscilla. Alors, Mike.